Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier podcast. Aujourd'hui, on commence en force. J'ai la chance de rencontrer nul autre que Madame Sophie Dupuis. Bonne écoute tout le monde. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Très bien, bon matin. Bon matin, bon matin. Alors, merci de prendre ton temps pour cette entrevue. Si j'ai pris la peine de t'inviter, c'est bien entendu pour parler de ton récent long métrage Souterrain, qui est ton deuxième, est-ce que je ne me trompe pas? Oui, c'est mon deuxième long métrage. Fait qu'on va commencer par présenter une bande-annonce pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Hey, bonne journée, petits boys! Ça commence à boire, ça m'arrête. S'il était sur le chantier, on peut s'attendre au pire. Fais pas ça! On peut pas revenir en arrière, Mario! Je fais tout pour me racheter! Ça m'entendra pas, mon gars! Alors, on va commencer la période de questions, mais avant de commencer, je tiens à souligner que le film a remporté 4 Iris, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Tu as d'ailleurs remporté l'Iris du meilleur scénario. Félicitations. Oui, qui est ici. Ah, j'aurais ça le voir en vrai, mais malheureusement, avec la pandémie l'empêche. Ah, OK, d'accord. Oui, c'est ça, oui. Fait que Sophie, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer un film dans les mines? Oui, en fait, moi, je viens de Val-d'Or. Je viens d'une ville minière. Et mon père travaillait dans les mines, même ma mère travaillait dans les mines comme infirmière, puis mes cousins, mes oncles, tout ça. Donc, pour moi, c'était assez normal, ordinaire, là, les mines, puis ce travail-là. Ça a fait partie de ma vie. Mais je ne m'étais jamais vraiment nécessairement intéressée à ça jusqu'au jour où j'étais étudiante à ce moment-là en cinéma à Montréal. Okay. Et j'étais en visite chez mon père à Val-d'Or, qui m'a emmenée pendant tout un corps de travail sous terre. Fait que je l'ai suivi. Puis c'est comme un peu la première fois que j'ai vraiment découvert les mines. Parce que quand on vient d'une ville minière, ça ne veut pas dire qu'on descend sous terre souvent puis qu'on sait vraiment à quoi ça ressemble. Et là, mon père m'a fait faire le tour. Puis je me suis dit à ce moment-là, puis j'étais étudiante à l'université, puis je me suis dit, je vais faire un jour un film dans une mine. Et là, fait que ça fait 10 ans que je travaille sur ce scénario-là. J'ai fait beaucoup de recherches. Je suis descendue dans une douzaine de mines. Puis, tout m'intéressait. Tous les sujets de la mine m'intéressaient. Et là, je n'arrivais pas à écrire mon scénario. C'est pour ça que ça a été aussi long à écrire, parce que je voulais toucher à tout. Puis, j'ai dû faire un petit entonnoir pour choisir, en fait, de quoi j'allais vraiment parler. Puis, j'ai réussi finalement à écrire ce scénario-là après toutes ces années-là. Dans le fond, tu as eu l'idée avant Chien de garde, une façon de voir ça. Oui, exactement. Mais je savais que ça ne pouvait pas vraiment être mon premier film, parce qu'aller tourner dans une mine, c'est assez complexe. J'avais besoin d'un peu d'expérience avant d'aller me mettre dans ce projet-là. Fait que j'ai fait Chien de garde entre-temps, puis je trouve ça bien parfait comme parcours. Ce que j'ai beaucoup aimé du film aussi, c'est une façon de voir ça, on peut dire qu'on suit une histoire de culpabilité dans le personnage de Joachim Robillard. Pourquoi tu voulais aborder ce sujet? Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent dans mes films. Tu sais, dans Chien de garde, il y avait c'est ça, l'espèce d'impression d'être responsable de l'autre. Mm-hmm. Là, dans Souterrain, il y a cette culpabilité-là, quelqu'un qui n'est pas capable de trouver son bonheur dans sa propre vie parce qu'il a causé du malheur à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse autant. J'avais besoin quand même. Un intérêt. Oui, oui, absolument. Puis je pense que j'ai commencé à avoir fait le tour un peu de cette exploration-là, de ce sujet-là. Okay. Mais c'est sûr que j'avais besoin de créer toute un récit où tous les gens étaient un peu interreliés. Parce que c'est pas un punch là, dans le film, il y a un accident et puis il va arriver quelque chose à quelqu'un. On le sait dès le début du film. Mais j'avais besoin que tous mes mineurs, là, mes travailleurs miniers, soient comme un peu
reliés d'une certaine manière. Et donc, Théodore, le personnage de Joachim, le personnage joué par James Hyndman, le père de Théodore. Qui était d'ailleurs très bon. Oui, on est assez content de ce casting-là parce que Ouais, parce que le casting, il est incroyable d'ailleurs. Puis James, il se demandait pourquoi on s'intéressait à lui pour ce rôle-là parce qu'il dit c'est tellement pas le genre de rôle auquel on pense pour moi. Là. Lui, il est habitué on le voit souvent jouer des intellectuels. Ou, exactement. Par exemple, ben, moi, je pense que c'est le fun de le voir jouer un autre rôle différent. Oui. Moi, je pense que c'est ça un peu le but du jeu. Des fois, qu'est-ce qu'on veut voir? Des fois, on peut, par exemple, tu prends certains acteurs, je n'ai pas d'exemple là, mais des fois, on est allé, mettons, les voir tout le temps faire un tueur. Mettons, des fois, ça peut être le fun de les voir, je sais pas moi, pour une fois, jouer un personnage super gentil, différent de tout ce qu'il fait. Oui, puis des fois, comme ce qu'on appelle un peu les anti-castings, ça peut vraiment donner des belles surprises. Puis souvent, les acteurs, justement, ils vont encore plus aller chercher dans ce qu'ils connaissent pas. Puis ça peut créer vraiment, je trouve, des personnages souvent avec beaucoup de couches, beaucoup de complexité. Puis c'est ça, James a quand même fait beaucoup de recherches pour faire ça, puis c'est ça. Il a joué quelque chose qui sortait vraiment de lui, puis ça a super bien marché. Ben oui, il était très bon. C'est une performance qui m'a beaucoup cherché d'ailleurs dans le film. Ben, tout le monde a été bon, là. Oui, je pense qu'on avait une belle gang d'acteurs. Okay. Parle-moi de ça quand même. Comment c'était de tourner dans une vraie mine? Parce que, si je ne me trompe pas, c'était pas en studio, là, c'était une vraie mine. Vous avez tourné, puis ça devait être une grosse crainte de tourner là-dedans. Il devait y avoir des règles, des difficultés techniques avec les caméras, l'éclairage, tout ça. Parle-moi de ce défi-là un peu. Oui, ben c'est ça. Déjà, le défi, c'était de faire en sorte qu'une mine accepte de nous accueillir pour un tournage parce que c'était des mines en production, de tourner dans 2 mines. Fait que c'était des mines en production avec des travailleurs qui allaient travailler sous terre à tous les jours, puis une mine, ça roule 24 heures sur 24. Donc, déjà, fallait trouver des mines qui allaient nous accueillir, puis qui allaient lire le scénario, puis l'apprécier, puis avoir l'impression quand même qu'on les valorisait dans le scénario. Puis le scénario, il n'est pas tout rose, là, il n'est pas... on a quand même certains côtés un peu moins beaux, peut-être, des fois. Puis, mais c'est ça. D'ailleurs, c'est ça. Les mines, on a commencé à les rejoindre au moins 15 mois d'avance parce qu'on savait que ça allait être un long processus. Puis, ils ont décelé tout l'amour que j'ai pour les travailleurs miniers, puis ma région, puis tout ça. Puis ils ont su lire le film en comprenant que même si on abordait des sujets un peu moins joyeux, un peu moins beaux, qu'on valorisait quand même, puis qu'on faisait quand même un bel hommage aux travailleurs miniers. Puis, ils nous ont accueillis, puis c'est vraiment par bonne volonté parce que c'est ça, on était dans leurs pattes. On était dans leur jambes. C'est ça, parce qu'il devait y en avoir qui travaillaient pendant que vous tournez en même temps, tout ça. C'est ça. Puis une mine, c'est très sécuritaire. Il y a des protocoles à suivre, il y a beaucoup de règles à suivre. Et là, nous, on était une trentaine à vouloir descendre sous terre, avoir jamais mis les pieds sous terre. Alors, on a fait des formations de sécurité et tout. Puis, ça a été, ça a été côté organisation, ça a été très complexe. Il y a beaucoup de gens des 2 mines où on est allé tourner qui ont donné beaucoup de leur temps puis beaucoup d'énergie pour ça. Puis aujourd'hui, je pense qu'ils sont tous fiers du film. J'en suis très contente. Mais mettons qu'ils ont donné beaucoup de... C'est ça. Ça a été énormément de travail parce que c'est pas évident de descendre. Tu sais, une mine, ça a des objectifs de production à tous les jours. Ça les rencontre pas. Des investisseurs peuvent se retirer. Ou, ça peut être quand même assez catastrophique. Puis nous, on était dans leur jambe. Fait que ils ont été super gentils. Je te dirais que vers la fin, il y avait hâte qu'on ait terminé. J'en doute pas. Une chance que c'est pas tout le film qui se passe dans la mine, justement.
Oui, c'est ça. Fait que, mais on était très bien accueillis. Puis, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a travaillé avec des vrais mineurs, Ben oui. les figurants, les sauveteurs miniers, qui ne sont pas nos acteurs, c'est des vrais sauveteurs miniers. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont apporté énormément. On a créé des super beaux liens avec ces gens-là. C'est devenu comme un peu des amis. C'était Ben toujours oui. un peu les mêmes figurants qui revenaient. Fait qu'à tous les jours, on avait le temps comme de plus les connaître. Puis là, ils se sont rendus compte à quel point on avait besoin d'eux pour rendre le film réaliste, parce que nous, c'était vraiment notre objectif. On voulait que le film... je voulais que quelqu'un qui travaille dans les mines voit le film et se dise c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Ouais, puis tu sais, c'est une industrie au Québec très importante, mais que plein de gens ne connaissent pas. Et je voulais quand même aussi la présenter un peu aux Québécois puis aux Canadiens, cette industrie-là. Donc, Ben oui. je voulais bien, c'est ça, je voulais bien faire ça. Fait que on se tournait souvent vers nos amis figurants pour dire hey, ça, tu trouves ça réaliste, ça? Est-ce que tu dirais ça comme ça? Puis ils participaient, ils nous donnaient des idées, ils nous ont vraiment ils ont enrichi le film, ils ont rendu ça meilleur. Puis c'est ça, puis aussi même les acteurs les regardaient beaucoup, puis comme ils jasaient avec eux, ils ont repris des mots, ils ont repris des accents, ils ont... fait que si on avait tourné en studio, on aurait tout perdu ça. Ben, je pense que l'expérience n'aurait pas été pareille, ça aurait enlevé tout le réalisme. Oui, c'est ça, c'est sûr. Puis, mais aussi toute cette touche-là là, c'est ça, de vérité, puis c'est ça. Je pense que ça a été vraiment le côté vraiment était très apprécié de mon équipe de tournage aussi. Déjà, J'ai d'ailleurs un ami à mon père qui a travaillé sur le film. Ah oui, c'est qui? Régent Bourbonnais. Ah oui, je l'aime tellement, Régent. Ouais, c'est ça, qu'il avait conté l'expérience à mon père, tu sais, comment que c'était quand même assez... tu sais, il y avait des fois, il disait que ça faisait un peu peur de tourner dans la mine, tu sais, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver, tout ça. Mais c'est ça, il y avait quand même des gens d'équipe qui ont été craintifs. Moi, j'aurais pas été capable d'embarquer. Moi, je pense que j'aurais pas été dans la mine, je voyais le film, puis je voyais tout de suite. Je me disais tout de suite, je veux pas devenir mineur. Ah ouais, moi, j'ai jamais eu de problème quand je suis descendue sous terre. Je suis bien, moi, dans une mine. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un peu dans mon sang, mais... ça se peut. Tu sais, à quelque part, c'est héréditaire pour toi. Peut-être, oui. J'ai aucun malaise, je suis bien. Ouais, fait que mais il y a des gens de l'équipe qui étaient un peu craintifs, puis ça faisait drôle de voir quand on créait notre équipe, quand on appelait les gens puis qu'on les confirmait sur le film, de leur demander penses-tu que tu vas être correct sous terre? Tu sais, c'est pas le genre de question qu'on pose habituellement. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Parce oui, il fallait. Parce que, comme tu disais, c'est assez risqué, là, quand même. Ben, c'est risqué quand on ne suit pas les règles de sécurité, mais une mine, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'avant, que l'idée qu'on s'en fait. C'est beaucoup plus grand aussi. Puis, tu sais, dans le film, c'est un accident créé par... on peut le dire, ça fait assez longtemps que le film... Je veux pas. OK, on va garder le mystère. On va dire que c'est un accident créé par un des personnages, mais on ne dira pas qui. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il y avait les acteurs aussi qui nous, c'était risqué parce que quelqu'un de l'équipe qui avait, par exemple, qui pouvait avoir éventuellement un malaise sous terre, on peut s'arranger. Mais un acteur qui a un malaise sous terre, non, là, ça fait un problème. Donc, si tu l'avais tourné en temps de pandémie. Ah non, ça a arrêté l'enfer. Mais les acteurs, on leur demandait pensez-vous être à l'aise à descendre sous terre et tout. Tout le monde disait oui, pas de problème. Puis par après, ils nous ont avoué qu'ils étaient terrorisés. Que la première fois qu'ils sont descendus sous terre, ils se sont tous regardés dans la cage, puis ils se sont demandé t'as-tu peur, toi? Ouais, un petit peu. Lequel avait plus peur dans tes acteurs, tu dirais?
lequel acteur avait plus peur d'aller dans la mine? Je ne sais pas. Ben, je pense qu'ils avaient tous un peu leur petite crainte. Ils n'ont pas été très vocales, disons, là-dessus. Ils m'ont juste raconté cette petite anecdote-là d'eux dans la cage qui se disaient qu'ils avaient peur. Mais je pense qu'ils voulaient garder leur fierté un peu. Ben ouais. C'est pas de là à tous les jours qu'on peut faire un film dans une mine. Ouais, c'est ça. Il y a encore des gens de l'équipe, des fois, qui me textent pour me dire hey, merci pour cette expérience-là, que je ne revivrai plus jamais de ma vie. Donc, ouais, c'est assez particulier. Puis je pense plus qu'il va y avoir nécessairement des films qui vont être tournés dans des mines au Québec parce que là, les mines savent c'est quoi un tournage. Puis je suis pas certaine. Ouais, puis je pense pas que tu peux inventer une nouvelle histoire. Je pense que l'histoire est assez unique. Je pense que ça sera pas possible. Mais vous avez tourné à l'éclairage naturel, si je ne me trompe pas. Non. On a descendu de l'éclérage sous terre. On a fait venir de l'électricité sous terre. Mais la mine nous a fait venir de l'électricité sous terre. Puis, on a descendu beaucoup de matériel. C'était assez déjà particulier. Ça devait faire beaucoup de voyages à descendre tout votre matériel. Ouais. On a mis ça dans des énormes cages qu'on a mis sur des camions, puis on a descendu ça sous terre. Heureusement, on tournait dans une mine à rampe, donc qu'il n'y a pas de cage. Et tu rentres dans un camion comme ça, puis tu descends en tournant. Puis on a pu descendre plein de matériel, ça nous a aidé, ça. On aurait pu descendre plein de matériel par la cage si ça avait été le cas, mais ça aurait été peut-être plus long, en tout cas. Donc, ouais, on a tourné, mais on a beaucoup utilisé quand même le clair-obscur parce que c'est très noir. Puis les frontales, ça c'était le fun aussi. Puis on a fait descendre de la fumée pour le moment où il y a l'accident. Donc éclairer dans la fumée, c'est le fun aussi. On s'est bien amusé là, au niveau de l'éclairage sous terre. Ouais. Ouais, ça, parce que tu sais. Comment je peux dire ça? En quelque part, t'avais-tu pensé à tourner à l'éclairage naturel ou toi, c'était tout le temps ton option d'utiliser des spots d'éclairage? Oui, on voulait quand même être en contrôle. Puis, tu sais, on aurait pu utiliser juste des frontales puis de la lumière de machine. Mm-hmm. Mais c'est ça, on voulait quand même un contrôle sur l'esthétique, sur notre image. Puis, non, ça n'a pas été dans les discussions de tourner seulement en éclairage naturel. Puis aussi, ce qui est le fun sous terre, c'est que les parois rocheuses sont toujours humides. Donc, c'est vraiment le fun, ça, pour éclairer, parce que quand tu éclaires ça fait plein de textures, ça reflète, tout ça. Donc, on avait envie quand même de jouer avec ça, puis de contrôler notre lumière. C'est un beau défi, je trouve, ouais. Oui. Les gars, ils ont eu bien du fun. Une façon de voir les choses, dirais-tu que la mine est un personnage central du film? Absolument. Oui, puis moi, je trouve que c'est comme un peu un personnage un peu fantastique, c'est comme la bête, là. Ouais, c'est ça. Dans le ventre de la bête, puis on l'entend un peu respirer même, puis la musique, il y a quelque chose aussi de comme une respiration... on s'inspirait un peu de cette idée-là, de sentir la créature, la bête respirer. Puis, dans les mines aussi, on l'entend un peu dans le film. C'est assez particulier parce que quand on est dans une galerie où il n'y a pas de machine qui fonctionne, c'est très silencieux, en fait. Mm-hmm. Les gens pensent que c'est très bruyant, une mine, mais si tu n'es pas proche d'une machine qui fonctionne, c'est très silencieux. Puis, petite parenthèse, c'est le noir absolu. Quand tu es sous terre puis que tu fermes ta frontale, tu ne vois même pas ta main comme ça passer devant c'est sombre. Le vrai noir qu'on ne voit pas nulle part vraiment dans la vie, là, tu sais. Et c'est assez particulier comme expérience. Donc, oui, c'est ça. Il y a des sons très particuliers dans une mine parce que quand tu es dans une galerie qui ne travaille pas puis que tu entends des camions passer au loin, ça fait comme des sons un peu, moi j'appelais ça des sons de dinosaures là, qui venaient de loin. Ouais, puis on a utilisé ça, puis la musique, les compositeurs se sont inspirés de cette musique-là. Puis je trouve que la mine vit beaucoup aussi, c'est ça, dans le son, dans la musique.
Puis elle est, c'est ça, elle est c'est plus qu'un décor, là. Ben non. Elle crée de l'excitement, elle crée aussi des craintes les personnages, chez le spectateur. Il y a vraiment quelque chose d'assez particulier, là, comme un aura autour de la mine. Puis c'est fou parce que, tu sais, quand tu es à la surface d'une mine, tu n'as aucune idée de ce qui se passe en dessous de tes pieds. C'est assez particulier. Puis, fait que moi, je voulais créer un peu ce mystère-là. Quand tu te retrouves à regarder une mine à ciel ouvert, c'est vraiment pas le même genre de structure, mais tu vois comment il y a du monde là-dedans, puis des affaires qui se passent, puis tout ça. Mais quand tu es à la surface d'une mine souterraine, c'est le calme, là, puis alors qu'en dessous, ça fourmille. Fait que je voulais vraiment, c'est ça, créer ce mystère-là, cette curiosité-là qu'on pourrait avoir envers ce lieu-là. Ouais, parce que d'ailleurs, parlant de l'aspect sonore, tu sais, ça. Genre, puis la musique, ça aussi, j'aimais ça justement que c'est tout le. Tu sais, justement, le film, on peut dire qu'il y a pratiquement pas de musique jusqu'à temps qu'il retourne dans la mine. Ça, c'est comme. C'était une façon de dire que c'est là que l'action commence, c'est là que notre histoire commence. C'est une façon un peu. C'est un peu pour ça que la musique arrive à ce moment-là, puis que là, on commence à tout explorer l'aspect sonore, et etc. Ben oui, c'est sûr que c'était réfléchi. Moi, j'aime ça de plus en plus, travailler avec la musique. Avant, dans mes courts-métrages, je ne travaillais pas du tout avec la musique. Et là, je suis comme en train de découvrir ça, parce que j'adore la musique. J'écris tout le temps avec de la musique. Ah ouais, et j'aime les films à musique. Puis là, je me disais, tu sais, j'ai envie d'utiliser ça. Puis justement, je trouvais que ça donnait une personnalité à la mine. Puis, on peut vraiment créer des ambiances avec la musique et tout ça. Donc, j'avais envie de l'utiliser. Et aussi, on a utilisé la musique pour... il y a comme... en fait, le personnage de James Hyndman a une musique qui revient dans le film pour montrer à quel point il est en train de s'enfoncer. Et donc, on a... c'est ça. C'était intéressant de colorer un personnage avec une musique à lui, tu sais, c'est une émotion, tu sais, une musique. Donc, on l'a, parce que quelqu'un qui va pas bien, puis qui fait juste être là, dans l'image, puis pas bien aller, c'est une chose. Mais là, moi, je voulais montrer à quel point c'était rendu très profond en lui. Chose que tu peux pas voir à la surface d'un humain, tu sais. Ben non. Puis là, avec la musique, on avait accès à cette profondeur-là de son personnage. Puis je trouvais ça bien intéressant. Ouais, puis surtout qu'il est très sombre, son personnage aussi. Ouais. Puis la musique nous fait anticiper aussi. Parce que là, on commence à se dire, OK, lui, là, ça va pas du tout. Là. Puis, fait que c'est vraiment... moi, j'avais aussi ça. J'avais vraiment envie de faire un film d'action, un film de suspense, en fait, avec ce terrain. Puis, je pensais que j'allais comme juste faire ça avec l'événement de l'accident. Mais je me suis rendu compte que j'ai créé ce suspense-là, tout avec le personnage de James Hyndman, en fait, qui va de moins en moins bien. Puis à qui, c'est ça, on donne cette couleur-là musicale, on commence à se dire, lui, où c'est qu'il s'en va, comment... Puis finalement, le suspense, il est dans le film presque dès le début, tu sais. Puis surtout, un autre thème que j'ai remarqué que tu abordes dans ce film et dans Chien de garde, c'est la famille. Ouais. Qu'est-ce que le thème de la famille représente pour toi? Je sais pas, puis tu sais, mes courts-métrages aussi parlent beaucoup de la famille aussi. Je sais pas, je suis fascinée par cette organisation-là qu'est la famille. À quel point, tu sais, les amitiés dans une vie peuvent... il peut y avoir un roulement dans les amitiés, mais la famille, c'est vraiment quelque chose qui reste. C'est quelque chose sur quoi on met beaucoup d'espoir, d'attente. On a beaucoup plus de difficultés, je pense, à accepter des coupures familiales que des coupures peut-être amicales ou amoureuses ou entre, je sais pas, mais il y a comme quelque chose de... C'est comme... on dirait que c'est moins acceptable
des séparations familiales, des coupures familiales. Amical, ouais. Oui. Mais c'est ça, dans la famille, on dirait qu'il y a quelque chose de, on est supposé s'aimer, on est supposé être ensemble, on est supposé être proche. Il y a quelque chose qui me fascine depuis des années là-dedans. Et moi, je suis très proche de ma famille des deux côtés. C'est vraiment quelque chose de central dans ma vie. Mais je n'ai pas de frères et sœurs. Okay. Et je pense que l'amour fraternel m'a toujours fascinée, intéressée. J'ai toujours été curieuse de ça parce que je me dis que c'est un genre d'amour que je ne vais jamais connaître, moi, dans la vie. Et donc, ça m'intéresse. Puis, probablement même que j'idéalise ce lien-là fraternel parce que, justement, je ne le vis pas. Mais mes courts-métrages parlent de famille, beaucoup de liens fraternels. Chien de garde, c'est ça du début à la fin. C'était vraiment une exploration que j'avais envie de pousser encore plus. Puis c'est ça, ce sentiment-là, un peu de... là, j'avais envie d'explorer la famille qui devient un peu une prison, en fait, qui devient des obligations, puis des responsabilités. Puis le personnage de Jean-Simon, le personnage qui s'appelle JP, dans Chien de garde, qui a l'impression que s'il se retire, tout va débouler, tout va dégringoler, puis que la famille sera plus fonctionnelle. Surtout pour le personnage de Théodore aussi. Oui, c'est ça. Donc, ce sentiment-là que lui a de « je suis obligée de rester, je ne peux pas m'envoler ». Sinon, tous ces gens-là vont courir à leur perte, je ne sais pas. Mais, c'est drôle parce que Chien de garde, en anglais, ça s'appelle Family First. Family First, oui, c'est ça. C'est ce sentiment-là cette impression d'obligation, en fait. Donc, tu sais, c'est un film sur quelqu'un qui accepte qu'il a le droit de vivre sa vie sans toujours s'occuper des autres. Et je croyais qu'avec Souterrain, j'allais changer de sujet. Puis c'est ça, en écrivant, je me suis rendu compte que non, parce que déjà, on parle de famille dans leur vie personnelle, aux gars, aux mineurs qu'on suit, mais aussi la gang de mineurs est comme une petite famille, tu sais. Ben ouais. C'est ça, donc je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fini de parler de ce sujet-là, finalement, parce que la famille est là tout le temps dans puis c'est des collègues, mais c'est comme des frères un peu. Puis ce que je trouvais intéressant dans les mines, c'est que peu importe ton âge, si tu es un mineur d'une mine, tu fais partie de la famille. Puis eux-mêmes, les mineurs, ils disent ça, ils disent pour moi, ma mine, c'est ma deuxième famille. Puis encore plus quand ils sont sur des campements à l'extérieur de la ville, comme dans mon film, ils sont logés sur place parce que c'est trop loin de la ville. Exactement. Donc, c'est vraiment un petit microcosme, c'est comme une petite société, c'est une petite famille. Puis, il y a encore plus dans les campements cette importance-là là, de remonter tout le monde à la surface. Puis mes collègues sont importants. Puis si on en perd un, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte, c'est comme perdre un membre de famille, justement. Oui, exact. Fait que c'est ça. Je pensais pas encore aborder ce sujet-là, puis finalement. Peut-être c'est un sujet qui va toujours rester. Peut-être, probablement, dans mon prochain, je parle encore de famille, puis voilà, je pense que je suis pas capable de me défaire de ça. C'est un beau sujet en quelque part. Oui, c'est un beau sujet. C'est très riche au niveau aussi scénaristique. Là. Il y a, justement, à cause de tout ce que ça implique, c'est complexe le lien à la famille, je pense. Par exemple, une question qui me fascinait pendant le film, c'est quel film tu citerais qui t'aurait influencé à créer Souterrain? Je dis pas que j'aurais un film influence pour créer le film, mais une fois qu'on était en train de préparer le film, on a regardé certains films ensemble avec l'équipe. Bizarrement, il y en a un qui
qui est intéressant, c'est qu'on a écouté Alien OK, ouais. à cause des machines. Puis, tu sais, à un moment donné, vers la fin, quand le personnage de James Hyndman, il place une foreuse vers le mur, puis qu'il y a de l'eau qui sort, puis tout, ça fait vraiment Alien dans Alien. Ben oui. C'était des machines. Surtout Donc, pour l'aspect sonore, je dirais. Ouais, aussi. Puis, on voulait voir des films qui étaient tournés avec parce que quand le sauvetage minier descend sous terre, ils ont des masques Ouais. qui couvrent tout leur visage. Fait que on a quand même regardé des images de films d'astronautes, Ben, d'espace. c'est correct. Ouais. Et moi, sinon, j'avais beaucoup Sicario Ben oui. en tête, qui était aussi une inspiration beaucoup pour la musique. Ben oui, la musique est extraordinaire. Ouais. Donc, il y avait ça parce que Sicario, c'est ça, c'est comme le suspense avec le mystère, avec tout comme des personnages très chargés, mais qui doivent se contenir puis aller faire leur travail qui n'est pas simple du tout. Ben mais il y avait tout ça, puis on sent beaucoup il y a beaucoup d'anticipation dans Sicario, un stress froid, je trouve. Mais ça. Donc, j'avais ça en tête, puis j'avais aussi Dunkirk. Ben oui. C'est drôle parce que je considère Souterrain comme étant notre Dunkirk québécois. Ah ouais, hein? Mais là, mon Dieu, je prends le compliment. Mais c'était aussi, moi, ce qui m'avait vraiment marqué dans Dunkirk, c'est, moi, j'aime les films quand même où je vais être super stressée, là, qui va me C'est créer ça le but aussi. C'est ça, un espèce de, tu sais, je me souviens que j'arrêtais pas de bouger sur mon siège, puis que j'étais pas capable de rester en place, puis il y avait aussi une très grande présence de la musique qui... oui, c'est ça le meilleur. Je pense que c'est ça qui m'a marqué dans le film, justement, la musique où quand t'entends des fois le son de la montre qui tique oui, plus rapidement pour dire « Ah ouais, grouille-toi. » Ouais. Fait que ça, je te dis, mettons, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va survivre, tu sais. Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi je pense que c'est ça qui a amené Dunkirk à être parce que moi je pense que c'est ça qu'il voulait Christopher Nolan, amener du stress dans le film, tout comme tu voulais que Souterrain, puis je pense que c'est très réussi. Puis c'est ça, cette présence-là de la musique dans Dunkirk qui crée beaucoup ce stress-là parce que quand, mettons, les gars sont sur la plage, ils ne voient pas nécessairement le danger venir, mais la musique nous dit, ce monde-là, là, ils ont l'air bien chill en train d'attendre sur la plage, mais ils ne se rendent pas compte de ce qui s'en vient. Moi, je suis intéressée par ça, parce que le sauvetage minier, ce qui est intéressant, c'est que c'est très lent. C'est ça qu'on voyait dans le film. C'est ça, le protocole est très précis, puis il faut que les gars, ils suivent plein d'étapes avant de réussir à faire... Bon. Puis, si j'avais filmé ça juste tel quel, sans la musique, on n'aurait pas ressenti un même stress, je pense, qu'avec la musique qu'on a mis dans le film. Ben non, parce que d'ailleurs, j'ai réécouté la musique cette semaine qui est maintenant disponible sur Bandcamp. C'est là que tu te rends compte, OK, si ce film-là avait pas de musique, je pense exactement comme tu dis, on n'aurait pas eu le même impact, le même stress, tout ça, tu sais. C'est sûr que des fois, c'est le fun de ne pas avoir de musique, des fois pour certaines scènes, pour permettre d'embarquer, tout ça, mais des fois, tu dis, OK, non, ça prend une musique pour cette scène-là, faut qu'on sente le stress. Ouais. Puis tu sais, j'avais pas non plus envie de... C'était intéressant de trouver c'est parce que aussi, juste de la grosse musique stressante, ça peut faire « Ah, elle veut nous stresser, la fille, tu sais. » Ouais. Fait qu'il fallait trouver la fine ligne où, tu sais, il y a des gens qui se rendent... pense. C'est ça, il y a des gens qui repensent à Souterrain et qui disent « Ah, je me suis même pas rendu compte à quel point il y avait de la musique. » Mais il y en a dans le moment de l'accident, qui est presque le dernier quart du film, dernier tiers même, peut-être. Il y en a de bord en bord de la musique. Mais là, j'ai une grosse question pour toi. Maintenant,
J'aimerais un peu parler de ta carrière, car ton premier long-métrage Chien de garde, avec un budget de 1,5 million, il n'avait pas gagné meilleur film au Iris, mais par contre, il était en considération pour meilleur film étranger aux Oscars. C'est quand même impressionnant d'avoir eu cette chance à ton premier film. Est-ce que tu as senti une certaine confiance pour le futur de ta carrière? Oui, c'est certain que c'est spécial parce que quand on tourne un film, on ne sait jamais là, comment les gens vont apprécier le film. Il faut vraiment, quand on part en tournage, il faut vraiment avoir juste confiance en la vie un peu, là, tu sais. Ben oui. Puis se dire, j'ai confiance en mon scénario, puis ça va bien aller. Puis... Fait on tournait chez une garde, tout le monde trouvait que ça s'enlignait bien, puis que ça avait l'air d'être un film intéressant, puis tout ça. On était en montage, on aimait ce qu'on voyait, mais on se disait, mais est-ce que tout le monde va aimer ça? On ne sait pas. Et là, on a commencé à essayer de l'envoyer en festival et personne ne le voulait. Donc, on était bien découragés, puis on se disait que peut-être un film n'avait pas de potentiel. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, quand il est sorti ici au Québec, là, ça a comme créé il y a eu beaucoup d'intérêt. Les critiques en parlaient super bien. On a eu des super bonnes critiques. Fait que là, ça a comme créé un petit engouement intéressant, un petit buzz. Puis le public a quand même été pas mal au rendez-vous à notre grande surprise parce que c'était mon premier film. On n'avait pas beaucoup d'argent pour faire la promotion. Puis tout ça. Fait il y a quand même eu beaucoup de spectateurs pour le genre de film qu'on présentait. Ouais, ben c'est un genre assez intense quand même. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. C'est pas pour tout le monde parce que c'est un peu dur. C'est un film un peu dur. Et là, après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu toute cette affaire-là de la course aux Oscars. Et c'est notre film qui a été choisi. Nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. On savait c'était quand la date où il sortait le titre du film choisi. Moi, j'étais en jogging là, chez nous, puis je m'en allais à l'épicerie là, quand j'ai reçu l'appel de Téléfilm. Puis là, je voyais Téléfilm sur mon afficheur, puis je me disais, ah, c'est drôle, ils appellent les gens pas choisis pour leur dire qu'ils sont pas choisis. Ça allait aussi loin que ça à tel point je pensais qu'on n'avait pas de chance, là, qu'on n'était pas... elle me dit, faut que tu t'en viennes, dans une demi-heure, on fait une conférence de presse pour annoncer que c'est ton film. J'étais comme, ben voyons donc! Fait que c'était surtout très surprenant. C'est une belle surprise. Vraiment, vraiment. Puis à partir de là, ça a comme... Oups, là, il y a eu des petits festivals qui se sont intéressés au film. Puis là, on a vendu le film aussi en Belgique, en France, tout ça. On s'est promené un peu. Ça restait un petit film avec, tu sais, c'était pas une énorme sortie non plus en France, tout ça, mais on a quand même eu tout ça. Fait que là, moi, je me disais, OK, moi, je l'aimais, mon film. Je le trouvais bon, le scénario. Mais là, j'ai la confirmation que c'est pas juste moi qui trouve ça bon, tu sais. Fait que probablement que mes instincts sont bons, mais ça m'a donné une confirmation. Parce que quand tu écris un scénario et tu le trouves bon, des fois, ça se peut là, que ça soit juste toi qui trouves ça bon. C'est ça mon cas. Ah oui? Oh non! Mais c'est sûr que le but, c'est qu'on le soit vu, tu sais. Fait que ça m'a donné ça m'a donné une confirmation que je pouvais croire en ce que j'aimais, en ce que je faisais. Puis, ça m'a vraiment donné un élan pour continuer. Puis, c'est ça. Après ça, je me suis lancée dans le souterrain. Puis, je me suis lancée là-dedans avec confiance. C'est certain, parce que regarde, le souterrain est en train justement de devenir un gros succès. Parce que, tu sais, là, parce que, tu sais, quand je l'ai vu, justement, j'étais comme, bon, enfin, on peut le voir, parce que, tu sais, à cause d'un certain virus qui est arrivé en 2020, qu'il a fallu qu'on retarde le film, tout ça, tu sais, ça a été long avant qu'on puisse le voir. Ben, tu sais, là, c'était le fun de le voir, parce que, tu sais, c'était... Je sais pas comment dire, mais c'était quelque chose qu'il faut voir sur le grand écran. Si je l'avais vu à la maison, je pense que l'expérience aurait été moins le fun. C'est ça qui est important de souterrain. Il faut que ça soit vu sur le grand écran parce que tu as une expérience. Oui. Ça, c'est sûr. En plus, une mine, c'est sombre. T'es comme... Là, tu as vraiment l'effet dans la salle de cinéma d'être dans mine avec eux autres, quasiment. Là, c'est ça que je sentais, justement, parce que, comme je disais tantôt, c'est clair que je veux pas aller dans une mine dans ma vie, là. Ah, pourtant, c'est si fun. Les gars adorent ça. Ils en parlent avec des étoiles dans les yeux. C'est vraiment...
Ça a l'air vraiment le fun. Ben, c'est un peu un changement de sujet, mais avec Bravo Chapeau, mon producteur, nous, on veut vraiment faire des films d'auteur, mais Ben, c'est ça qu'on veut. à grand public. Mais à grand public, Ouais. on veut que... Parce que les films d'auteur, des fois, il y a des gens, beaucoup de publics qui peuvent se sentir un peu exclus de ça, comme si c'est un peu moins accessible. Des fois, tu sais, Chien de garde est un film un peu plus dur, qui n'est pas pour vraiment tout le monde. Mais moi, j'ai envie de passer des messages puis de dire bien des affaires, mais à un large public. C'est ça qui est bon d'un film, tu sais, justement, tu sais. Des fois, tu peux pas te rendre compte qu'il y a une morale au film, ou des fois, tu peux pas. Tu sais, si tu prends exemple, les films de Christopher Nolan, en quelque part, faut que tu te rendes compte que c'est un peu des films d'auteur qu'il fait en quelque part, parce que, tu sais, ces Batman, là, sont qualifiés comme des films d'auteur et non des films de super-héros, puis c'est ça que je pense qu'on a besoin en cinéma aujourd'hui. Oui, absolument. Puis, mais des fois, quand tu as une vision un peu trop particulière, un peu trop moins traditionnelle, un peu, ça fait tiquer un peu certains spectateurs qui peuvent faire, c'est pas pour moi ça, ce genre de film-là, tu sais. Donc, nous, on a vraiment cette envie-là d'avoir peut-être des sujets de films, d'avoir des récits qui restent comme plus catégorie auteur, on va dire, mais quand même que le film en soi soit plus accessible, plus grand public. Ouais, parce que c'est pas que tous les films d'auteur, tu sais, justement, comme tu sais, Souterrain, c'est parce que il y a comme un petit peu d'action, tout ça vers la fin. Mais tu sais, c'est sûr que c'est comme, par exemple, c'est pas pour tout le monde, mettons, des films de Paul Thomas Anderson, mettons, tu sais, ça, c'est pas pour tout le monde, parce que ça, c'est vraiment, on peut dire, des films auteurs à moins grand public. Parce qu'il n'y a pas d'action, c'est des sujets plus différents. Comparé à Souterrain, justement, c'était pas juste de l'auteur, tu sais, il y avait de l'action, il y avait la mine, il y avait des sujets qui touchent le monde. Mettons, exemple, Joachim puis sa blonde qui ont de la misère à avoir un enfant, Théodore qui doit s'adapter à sa nouvelle vie, tout ça, puis James, justement, qui est dans un côté sombre, tout ça. Fait que, moi, je pense que c'est ça qui a fait que Souterrain, c'est un film d'auteur, mais à grand public. C'est ça. Puis nous, c'était vraiment notre but qu'on veut faire, Étienne et moi, mon producteur, puis pour les prochains films aussi. Ouais, parle-moi un peu de drague, justement, si tu as le droit de nous en parler un petit peu, parce que la SODEC a annoncé que le film, qu'il allait financer le film Drague. Peux-tu nous parler un petit peu du film? Et le film aussi a annoncé hier qu'il nous finançait aussi, donc on a notre plein financement, fait que c'est cool. Félicitations. Merci. On part en tournage en février. C'est un film, à la base, c'est surtout un film sur une relation amoureuse toxique entre deux gars, puis qui s'adonne à être des drag queens. Donc, comme un peu pour Souterrain, la mine, c'est un contexte, c'est ce que les gars ils font dans la vie, mais je parle des gars puis de ce qu'ils vivent vraiment plus au niveau personnel. Ça va être un peu la même chose dans Drag. Fait que ça va pas être un film sur les drag queens, mais ça donne que mes personnages sont des drag queens puis que la drague est vraiment centrale dans leur vie, puis c'est leur art, puis c'est leur façon de s'exprimer, puis tout ça. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches sur les drag queens. Ça fait 4 ans à peu près que je travaille sur ce sujet-là, puis ça me fascine vraiment. C'est l'art de la drague, pour moi, c'est quelque chose de très important et essentiel dans notre société. Ça brasse la cage un peu, puis c'est un geste politique aussi là, que de monter sur une scène quand tu es un homme qui s'identifie homme et qui s'habille en femme. Il y a quelque chose de très... je trouve que c'est comme un manifeste pour la liberté. Là. C'est de dire, regarde, on brise tout ça, on brise toutes ces façons de penser-là, puis on recommence, là, puis il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. C'est ça, arrêter d'avoir les préjugés sur eux, les laisser faire ce qu'ils veulent, tout ça, puis de montrer que c'est normal, c'est leur vie, c'est ça qu'ils aiment, il n'y a rien de mal. Mais moi, je pense que même le geste que de faire des shows de drag queen, il y a quelque chose de plus que ça. C'est pas juste laissez-moi vivre sans me juger, c'est aussi hey, la société, ça ne vous tente pas de repenser et de réfléchir notre lien au genre.
Donc, moi, je trouve que c'est très important ce qu'ils font, sans même des fois s'en rendre compte. Ils savent ce qu'ils font, mais je veux dire, je pense que ça réveille énormément de réflexions, ça engendre des discussions au sein des familles. Là, présentement, la drague est vraiment en train de devenir plus mainstream. On en voit de plus en plus dans la culture populaire. Ça fait que, et ça fait que moi, je me retrouve dans des soupers de famille, puis là, les gens me demandent « Mais c'est quoi la différence entre une drag queen, un trans, nanana? » Puis là, tu sais, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, mais c'est surtout super intéressant de faire comme « OK, genre mon mononcle, qui se serait jamais intéressé à ça, il commence à voir ça beaucoup dans sa télé. Fait que ça fait en sorte qu'il se tourne vers les plus jeunes souvent, que c'est plus les jeunes qui savent, qui sont au courant puis ils posent des questions, puis ils ont des réponses, puis des fois ils sont réfractaires, mais l'année d'après, ils vont l'être un petit peu moins, puis l'année d'après, ils vont l'être encore un petit peu moins. Puis fait que je trouve que c'est vraiment un art politique très important, qui est en train de faire des choses très importantes. Puis, je trouve aussi, la drague, ça me fascine parce qu'il y a aussi ce que j'en perçois, il y a quelque chose de très courageux de certain. sa vérité, alors que toute la société te renvoie beaucoup de violence, de mépris, de jugement. Et de faire comme... Moi, je suis vraiment fascinée par ils se connaissent tellement, ils savent qu'eux, c'est comme ça qu'ils vont atteindre comme... Ben, c'est leur bonheur que de vivre de cette manière-là. Et malgré toutes les micro-agressions et toutes les violences incroyables qu'ils peuvent vivre dans la vie, ils disent non, moi, c'est vraiment comme ça que je suis. Fait que moi, c'est pas juste du courage, c'est surtout une affirmation. Cette affirmation-là, je trouve ça extraordinaire et je trouve qu'ils sont des exemples qu'on devrait tous suivre. Parce que s'il y a bien du monde qui font comme « Hey, tout ce que vous m'envoyez de négatif et de haine m'empêchera pas d'être qui je suis », là, je trouve ça extraordinaire. C'est ça, c'est être capable de se tenir debout. Ouais. Mais c'est même au-delà de ça, c'est parce que des fois, je trouve que c'est pas juste provocateur, c'est juste... Ben non, c'est leur vie. C'est le même qui sont confortables. Ouais. Fait que je suis comme... je suis bien bouleversée par ça, par ce mode de vie-là, parce qu'elle représente les drag queens dans notre société et j'avais envie beaucoup d'aborder ce sujet-là. Je pense que c'est un bon sujet, moi. Oui, c'est ça. Fait que je le fais à travers d'autres histoires, comme là, c'est une histoire d'amour toxique et aussi une histoire de famille, évidemment, à travers tout ça, parce que je ne suis pas capable de m'empêcher de parler de ce sujet-là. Mais je suis très contente d'aborder ce sujet-là. Puis, à venir à date, on commence là, beaucoup à partager le scénario avec les gens de la communauté. C'est une bonne affaire de les consulter pour être sûr d'avoir un portrait réaliste, tout ça. Puis d'avoir un peu leur saut d'approbation, puis leurs commentaires, puis changer. Puis à venir à date, ça va bien. Puis je semble avoir tranquillement avoir un peu des confirmations. Parce que moi, je ne fais pas partie de la communauté LGBTQ+. Fait que c'est une forme de... Il faut que je fasse attention à comment j'aborde le sujet parce que ce n'est pas le mien. Mais moi, je l'ai abordé. C'est sûr que ça nous a créé beaucoup de questionnements. Puis avec Étienne, mon producteur, on fait très attention à comment... moi, je trouve en fait que les efforts qu'on est en train de mettre en tant que société à questionner l'appropriation culturelle, par exemple, et tout ça, puis comment gérer ça de manière humaine et avec empathie et tout ça, je trouve que c'est des efforts important, en fait, moi, j'ai plus envie de considérer ça comme, bon, il faut que je fasse un effort. Je trouve que ce qu'on est en train de faire avec Drag devrait être des réflexes naturels et normaux. Et donc, on est en train de les normaliser, nous, au sein de notre production. On n'est plus en train de faire, bon, on ne peut plus rien dire, c'est pas ça
notre façon d'aborder le sujet. C'est plus, tu sais, ce monde-là, ils vivent des préjugés, des répercussions dans leur vie. Ça, et donc, c'est à nous maintenant, les privilégiés, qui ne subissent pas ces conséquences-là à tous les jours de notre vie, de se tourner vers eux puis de leur demander comment tu te sens, qu'est-ce que je peux faire pour pas être... Puis montrer qu'on les supporte aussi. Oui, c'est ça. C'est quoi la façon de bien dire les choses? C'est quoi la façon de bien faire? Dis-moi, c'est toi. En fait, c'est de prêter l'oreille puis de dire je t'écoute, puis je vais tout faire pour qu'on soit toutes bien au final. Parce que le but, c'est pas que juste eux soient bien, c'est qu'on soit en société bien ensemble, tu sais. Donc, on est en train de... Moi, je suis en train... Parce que moi, je travaille à être une alliée des LGBTQ+, depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, c'est un sujet qui venait me chercher, qui m'intéresse, de genre, on peut-tu bien les laisser tranquilles? Fait que je me suis rendu compte que finalement, ben, dans tout le travail que je vais faire avec la production du film, ben, je vais participer à ce mouvement-là de société, un peu qu'on voit beaucoup actuellement, de vouloir changer les choses face à leur existence, leur vie, et leur, comme, on va dire, intégration dans la société, sont déjà dans la société, mais dans le sens que tout le monde les accepte mieux, puis les vive mieux avec eux, puis que ça soit plus vu comme des menaces, puis que ça soit plus vu comme des weirdos, tu sais, comme... Puis, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai envie de participer. Je me rends compte à quel point mon film devient presque un film aussi politique dans toute la manière aussi qu'on est en train de choisir notre équipe. On veut de plus en plus de gens de la communauté LGBTQ+, devant et derrière la caméra. On ouvre notre casting en priorité aux LGBTQ+, même pour des rôles hétéros dans le film. On s'est dit pourquoi ça va être à eux d'avoir la première chance, alors qu'habituellement, on en entend parler souvent dans ce temps-ci dans les médias, comment ils ne sont pas appelés pour des castings de rôles hétéros, par exemple. Puis là, je vais dire, bon, ben moi, c'est eux que je vais appeler pour même mes rôles hétéros dans mon film. Fait que des choses comme ça, tu sais, que j'essaie de faire des petits gestes d'éducation, tu sais, c'est ça. Puis que ça soit pas un effort. Vraiment, dans notre production, au sein de notre production, on essaie de rappeler ça à tout le monde. On n'est pas en train de faire un effort, on est en train d'être qui on est supposé être en société, tu sais. C'est exactement ce qu'on veut voir ces temps-ci. C'est bien intéressant. Je suis vraiment contente de participer à ça, outre juste le cinéma puis le petit film qu'on est en train de faire. Tu sais. Je suis comme... ça me plaît bien. As-tu déjà pensé à tourner tes films sur pellicule un jour ou tu vas rester sur le digital? Moi, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Ça serait vraiment un choix de mettre énormément de budget là-dedans. Nous, on a envie de mettre notre budget plus dans... c'est un film de CCM, de maquillage, costume, coiffure. On a envie de mettre plus le budget à l'écran. Je comprends que la pellicule, c'est l'écran, mais dans la production en tant que telle. Et moi, j'aurais beaucoup de difficultés à être en train de tourner puis qu'on me dise « Ben Sophie, il te reste 2 prises dans ta journée parce qu'on n'a plus de pellicule. » Ben non, c'est ça. Parce que tu as atteint ton quota de pellicule d'aujourd'hui, sinon on n'aura pas assez pour la prod. Fait que moi, il faut que je puisse faire toutes les... Tu sais, le jeu des acteurs, c'est une des choses les plus importantes et qui m'intéresse quand je fais des films. Si je ne peux pas tourner toutes les prises que je veux pour me rendre vraiment au niveau du jeu où je veux, je serai pas contente. Fait que pour moi, c'est très contraignant, la pellicule. OK. Alors, c'est parce que c'est une question que je pose tout le temps parce que ça me fascine. Quelque chose qui me fascine beaucoup, les tournages sur pellicule ou digital, tout ça. Fait que je pose tout le temps cette question. C'est magnifique, mais au Québec, on n'a pas assez de sous pour se faire des beaux gros tournages de pellicule. Là. Ah non, c'est sûr, mais surtout que c'est surtout c'est sûr que tu n'aurais pas pu tourner souterrain en pellicule. Non plus, ben tu sais, je trouve ça un peu casse-gueule, tourner en pellicule, puis souterrain, tout était tellement compliqué. Puis sombre aussi, tu sais, la pellicule, c'est difficile à capter dans les endroits sombres. Oui, c'est vrai, c'est ça. Fait que
pour toutes ces raisons, j'envisage pas nécessairement qu'il remplit le cul, non. Ah, OK. Ben, merci beaucoup, Sophie, pour avoir pris le temps de ce premier podcast. Je suis Ça me très fait content. plaisir. Ben, en espérant que Drag va être aussi un bon succès que Chien de garde souterrain, puis on sait jamais, peut-être se ramasser aux Oscars, ça aussi. On se croise les doigts pour tout ça. Ben, merci beaucoup, Sophie. Passe une bonne journée. Bye.